En Norvège, tout au nord, pour aller voir les trains, il faut d'abord briser la glace. Et puis oser s'aventurer dans des villes fantômes pour pousser les wagonnets. Il faut que tu mettes du charbon dedans. Ça fait plus authentique. Ah, ça roule encore! Et une fois sur les rails, le spectacle est total. Donc, pour regarder un renne brouter dans votre jardin, Pour trouver un chef de gare qui vous amène un café, Thank you very much. No problem. de rien. et comprendre pourquoi dans un pays glacé, on fait la messe dehors. Le train, c'est pas mal. La Norvège, c'est au nord. Et au nord de la Norvège, très au nord, il y a un archipel. L'archipel norvégien du Svalbard, dont la plus grande île est le Spitsberg. C'est là que je vais commencer mon voyage. Alors là, franchement, je pensais pas que les trains m'amèneraient ici un jour. Là, je suis sur l'île du Spitsberg, qui était une île de chasseurs de baleines dans les années 1600. Et ce qui est fou, c'est que là, en face, à un gros millier de kilomètres, il y a le pôle Nord. Un gros millier de kilomètres. Un Nice-Brest, et hop, c'est le pôle Nord. Le pôle Nord qui est dans l'eau, il n'y a pas de terre sous le pôle Nord. Nos gelées, la banquise. Le pôle Nord qui baigne dans l'océan glacial arctique. Et ça, c'est l'eau de l'océan glacial, d'ailleurs. Petit plaisir, je vais vérifier si vraiment... Oui, c'est confirmé. Elle est glaciale. Le Spitsberg, c'est un nom qui fait rêver. C'était une terre d'aventuriers. D'ici sont partis énormément d'expéditions vers le pôle Nord. Et c'était aussi une terre où on venait essayer de trouver des richesses. Et dans cette montagne, là-bas, on a trouvé, très tôt, dans les années 1600, du charbon. Et ce charbon, quand on a voulu l'exploiter au début du XXe, il a bien fallu le transporter de la montagne vers la mer. Et qui dit transporter du charbon, dit, attention, train, petit train de la mine. Donc là, avec ces jolis petits wagonnets, vous avez quand même devant vous, l'air de rien, le train le plus au nord du monde. Le train le plus au nord du monde. Alors il est magnifique parce que il est là amoureusement préservé par les gens du Spitsberg, face au fjord, avec sa petite loco qui est arrivée ici dans les années 1917 à peu près. Et elle a travaillé durement pendant une trentaine d'années. Et depuis, voilà, elle est au repos, elle est là. Et l'endroit est juste magnifique. Au milieu de ces paysages glacés, austères, lunaires, il y a quelques humains et même une petite ville de 2000 habitants. C'est la ville la plus au nord du monde. Elle s'appelle Longyearbyen et première impression, c'est pas très romantique. C'est même plutôt rude.
Au départ, c'est une ville pour les mineurs. Tout est conçu pour être efficace, pratique et pour résister à la rudesse du climat. Le jour de mon arrivée, on est en juin, il fait 2 degrés, mais ici, 2 degrés, c'est chaud. C'est déjà un peu l'été. En fait, ça me fait penser à ce que pourrait peut-être être un début de colonie humaine qui s'installerait sur une autre planète. Ça pourrait être un peu comme ça. C'est dimanche. Je me suis dit que pour rencontrer du monde, je devrais peut-être aller faire un tour à l'église. Ici, quand on entre dans l'église, on doit d'abord enlever ses chaussures et puis passer à l'étage. Franchement, heureusement qu'il y a marqué église, parce que sinon, c'est pas évident. On arrive dans une sorte de salon avec un ours, évidemment, une cheminée, de quoi s'asseoir. C'est très cosy, comme toujours dans les pays nordiques. Un piano. Ah. Il y a quelqu'un. Hello. Salut. Bonjour. Bonjour. Welcome. Velkommen. Thank you. God morgen. Good morning. Vous êtes la pasteur? Oui, je suis la pasteur. Je m'appelle Siv. Ravi de vous rencontrer. Enchantée aussi. Mais comment je peux être sûr que vous êtes la pasteur? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Et vous... Ok, alors, j'ai envie de vous dire plein de choses. D'abord, quelle drôle d'église. Je suis pas habitué à voir des églises comme ça, en bois, cosy, où on doit enlever ses chaussures en bas, avec un salon, une cheminée. Oui, c'est inhabituel. Tu es dans l'église la plus au nord du monde, donc tout est inhabituel. L'église la plus au nord du monde. Mais qu'est-ce que vous faites dans cet endroit? J'ai toujours été attirée par les endroits extrêmes. Et j'ai toujours eu le Spitsberg dans un coin de ma tête. Je savais qu'ici, l'Église avait une place très importante dans la communauté et dans l'esprit des gens. J'ai toujours été curieuse de comprendre comment vivent les gens dans ces conditions extrêmes. Je voulais finir ma carrière ici, dans cette église. Et vous êtes contente d'être venue? Oui. Et alors là, on est dimanche, donc je pense qu'il y a une messe, mais je ne vois pas grand monde. J'ai vu quelques chaussures en bas, mais pas grand-chose. Il y a quand même des gens qui viennent à la messe. Ici, au Spitsberg, la nature est fantastique. Alors dès qu'on peut, on célèbre la messe dehors. On se réunit en général au chalet, un peu au nord de la ville. J'espère qu'il y aura du monde aujourd'hui. On doit prendre les armes. Les armes? Weapons? Oui, les armes. Quel genre d'arme? La carabine et le pistolet de détresse. Oh là là, mais c'est des armes... Mais qui vous menacent? Weapons against who? C'est pour se protéger des ours. On a le droit de s'en servir contre les ours polaires. Tuer des ours polaires, c'est interdit. C'est un crime. Mais on doit se protéger dès qu'on sort de la ville. En cas d'attaque, on doit être en mesure de se défendre. Oh, dis donc, mais c'est dingue. Mais vous voulez dire que dès qu'on va sortir du village, là, on est vraiment menacé par des ours sauvages? Non, on n'est pas directement menacé. C'est comme mettre ta ceinture de sécurité quand tu montes dans ta voiture. Ici, c'est le royaume des ours polaires. On vit chez eux. Eux, ils sont libres. Ils vont où ils veulent.
On n'en voit pas trop dans les zones habitées. Mais quand on sort du village, c'est notre responsabilité de nous protéger. C'est pour ça qu'il y a des panneaux quand on sort du village, pour rappeler à tous l'importance de se protéger. Ah, c'est une obligation. On ne peut pas sortir du village sans fusil. Non, tu dois être en mesure de te protéger. Mais alors, ça veut dire que là, dans le village, tout le monde a des armes chez soi. Oui, mais on est obligé de les garder dans un coffre sécurisé comme celui-là. Mais là, si je vais avec vous, je dois prendre un fusil aussi? Parce que je ne sais pas tirer. Tu dois être accompagné. Ah, oui, parce que je ne sais pas utiliser une arme. Tu n'en as pas besoin, j'en ai une. Donc vous êtes ma protectrice. Oui, de différentes manières. Thank you very much. C'est quand même un endroit qui paraît extrêmement rude, dur, anguleux, froid, sec. Il fait jour tout le temps l'été, nuit tout le temps l'hiver. Tout est dur. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette extrémité constante? Tu sais, la première fois où je suis arrivée ici, c'était la nuit en permanence. C'était le 1er janvier, on ne pouvait rien voir. Mais je me suis dit, je suis chez moi. Je suis revenue en mai. C'était un peu comme maintenant. Et j'ai enfin vu à quoi ça ressemblait, les containers, les véhicules, les motoneiges. On dirait que tout est posé comme ça, en vrac. Mais non. C'est une société très bien organisée. Elle est vraiment organisée en fonction de ses besoins. Il y a de la beauté là-dedans. En fait, ici, tout est temporaire. L'architecture, nos vies, tout est temporaire. On n'est pas censé être là éternellement. On est là pour travailler. Et ensuite, on s'en ira. C'est ce qui me plaît ici. Ah, vous aimez que rien ne dure trop longtemps. Oui, parce que c'est aussi vrai pour la vie. C'est temporaire. C'est aussi un bon exercice pour mesurer à quel point la vie est courte, mais aussi à quel point elle peut être riche. C'est chez moi. Je vois. C'est marrant parce que vous avez déjà l'église la plus au nord du monde. Et en plus, vous faites une messe dans un endroit encore plus reculé de l'église. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est le plus sympa. Je reste près de vous parce que c'est vous qui me protégez. Tu sais, les ours polaires n'aiment pas les gens. Ah. Donc, pour la plupart, ils font tout pour rester loin de nous. Ah. Donc c'est quoi ici? C'est à qui ce petit chalet? À l'église. Ah, ok. Et pourquoi l'église possède un chalet? Why the church is owned? C'est chouette. Ok, très bien. Ce qui m'épate quand même toujours en Norvège, c'est que là, on est dans un des endroits les plus reculés de la planète, les plus au nord. Et quand même, cette petite cabine, ce petit chalet, c'est cosy, c'est mignon, on s'y sent bien, il fait chaud. C'est fou ça, c'est vraiment fou. Ici, il fait très froid et on est loin de tout. Donc, on a besoin d'endroits sûrs où se sentir en sécurité, protégé. Ok. On va bientôt commencer. Je suis. Ah, il y a du monde qui est arrivé. Hello. Skaperens stemme høres en morgen, dagslyset flammer fyller hans jord. Skaperens kraft blir synlig for alle
L'été arrive au Svalbard. C'est désormais la saison où tout redevient vert. Et en étant ici, à l'extérieur, dans cette cathédrale immense que nous offre la nature, on touche un peu plus au mystère de la vie. Fyll oss med din kärlighet. La oss bli till välsignelse. Sin kärlek Gud oss sänder i Sonen Jesus Krist. Tu veux une saucisse? Ah yes. Ah, vous faites aussi le service de saucisse. You serve also the sausage. Oui, bien sûr. And if you'd like to... Si tu veux du ketchup ou de la moutarde. Et c'est vraiment sympa. It's very friendly. On est très amicaux. Nous sommes très amicaux. Très amicaux? On doit l'être, parce qu'il fait tellement froid ici. L'amitié aide à lutter contre le froid. Oui. Moi, je viens de votre petite moutarde. Oui. C'est pas trop sucré? Non, elle n'est pas trop sucrée. C'est comme du poivre. Comme ça? Yes. Je vous en prie. Le hot dog du Nord. C'est bien ça. Hot dog. Mais j'ai entendu dire qu'on n'avait pas le droit de mourir à Svalbard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ici, les services médicaux sont très limités. Very simple medical. Il n'y a qu'une simple clinique pour s'occuper des cas graves. Donc il n'y a personne pour te prendre en charge. Et on ne paye pas d'impôts pour ce genre de service, pour être pris en charge jusqu'à ce qu'on meure. Donc, quand ton heure approche, tu retournes là d'où tu viens. La plupart d'entre nous est de passage. C'est comme ça qu'on voit notre vie ici. Ok. Thank you. Je t'en prie. Ici, la vie et la mort ne sont pas comme ailleurs. Sur cette île du Grand Nord, isolée, dans la petite ville de Longyearbyen, le temps se dilate, se déforme. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose maintenant. Regardez bien autour de moi. Vous voyez, là, on est sur la rue principale de la ville. Donc, c'est très calme. C'est très calme, il n'y a pas de bruit. Les magasins ont l'air bien fermés. Il n'y a vraiment personne. Alors, d'après vous, que se passe-t-il? Est-ce que c'est un dimanche après-midi, un peu calme? Est-ce que c'est un jour férié? Je vais vous donner un indice. Là, regardez. Ça, faut que ça se réveille. Il est minuit 5. Et oui, minuit 5. Et il fait jour, plein jour. Le soleil de minuit, c'est ça. On pense toujours que le soleil de minuit, c'est une espèce de soirée où le soleil est orange. Pas du tout. Ici, on est très près du pôle. Donc le soleil ne se couche vraiment pas. Il est haut dans le ciel. Alors là, on ne le voit pas parce qu'il y a des nuages. Mais en fait, il tourne comme ça, 24 heures sur 24, au-dessus de la tête des habitants, ici, pendant 4 mois. 4 mois de lumière forte, non-stop. Eh bien, c'est très, très spécial. Et pour ceux qui aiment bien dormir, je vous l'avoue, c'est pas facile. Parce que vous avez de la lumière tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour se déplacer sur l'île du Spitzberg, il n'y a quasiment aucune route. Et pour essayer d'aller trouver un train, je dois prendre le bateau. Un bateau très costaud. Ça, c'est le son du bateau qui fend la glace. Tout le monde a entendu parler des cités perdues du monde Maya, perdues dans la jungle.
Mais il y a aussi les cités perdues du Spitzberg. Les cités perdues du Grand Nord. On a une. Et encore mieux, c'est une cité mystérieuse avec des rails. Des rails qui grimpent sur la montagne. Fantastique. Là, on est loin. Là, on est ailleurs. Très très loin sur la carte, et même comme projeté dans un univers parallèle. Me voilà en URSS. Cette cité abandonnée a été bâtie à partir des années 30 par les Soviétiques sur une terre norvégienne pour exploiter le charbon et loger les familles des mineurs. C'est un vieux traité de 1920 qui a permis à l'URSS d'exploiter économiquement des ressources du Spitzberg et de l'archipel environnant. Je marche dans une ville fantôme, dans la cité de Pyramiden. Mais quel endroit? C'est presque effrayant. Cet endroit est incroyable, vraiment incroyable. J'aime beaucoup les cités fantômes, mais là, je pense que celle-là est tout en haut de la liste. Avec Lénine qui veille toujours là-bas. Et heureusement, je sais que j'ai rendez-vous avec quelqu'un parce que, en vrai, je serais pas trop rassuré. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il y ait quelqu'un qui vive encore ici. Donc, première maison rouge, ça doit être celle-là. J'espère que c'est pas un fantôme qui va sortir. Ah. Oui. Bonjour. Bonjour. Доброе утро. Добрый день. It's already, it's still C'est une belle journée. day, but you see, it's a nice day. Mais c'est un endroit incroyable. En plus, vous sortez avec un fusil. C'est complètement dingue cet endroit. Well, it's of course. Oui, bien sûr, c'est un endroit incroyable. C'est le seul endroit au monde comme ça. Et je porte un fusil car des ours polaires peuvent traîner dans le coin. Bears around. En fait, cet endroit a été abandonné donc en 98, c'est ça? The last 17th Les derniers habitants sont partis le 16 octobre 1998. of October in 1998. And they were Et quand ils sont partis, j'étais sur le quai et c'est moi qui ai détaché le bateau. casting the rope. Et vous êtes resté tout seul? Alone? Yes. Oui, il fallait que quelqu'un reste pour surveiller. To be here. Et vous avez dit, OK, je reste là tout seul. It's nothing extraordinary. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et puis j'ai un voisin qui n'est qu'à 20 heures de marche. By foot. Ah, bah ça oui. Donc ce n'est pas si terrible. So not so difficult. Mais oui, pour aller prendre l'apéro le soir, c'est assez facile. Johan est comme un gardien de cette improbable cité. The reason why Pyramiden exists, Si Pyramiden existe, c'est uniquement parce qu'il y a cette montagne de charbon de 500 mètres. that's the end. C'est là qu'est l'entrée de la mine. Chez nous, en France, on a plutôt l'habitude d'aller chercher le charbon comme ça. Mais ici, on va le chercher à plat, c'est ça? It's unique for Pyramiden and Longyearbyen. Toutes les mines sont au-dessus du niveau de la mer. Sea level. Il y a plusieurs couches de charbon, bien sûr, donc il y a plusieurs entrées, Horizontal. mais elles sont toutes No one horizontales. goes downhill, no one goes uphill. Welcome to the train station. Bienvenue à la gare. Vous êtes ici à la gare du Nord. Sur le quai à votre droite, le train pour Calais. Et à votre gauche, les trains pour Marseille et Toulouse. Il connaît toutes les gares françaises. Yeah, I've seen. Oui, j'ai appris ça dans les films. Et oui, il reste pas grand-chose. Et ça, donc, c'est les fameux wagonnets de la mine. Et ça... Ah, ça roule encore. It runs. No, you have to. Il faut que tu mettes du charbon dedans. Ça sera plus authentique. Ah, ça roule Authentic encore. with that.
Il y a un train qui roule à cette latitude. Allez, avance. Stop. Ah, c'est coincé. Pour la première fois, j'ai vraiment poussé les wagonnets. Ah, vous le remettez à sa place. Et quand même, regardez bien ce train. Parce que c'est le deuxième train le plus au nord du monde. Regardez-le bien, vous ne le verrez pas souvent. Avec ses rails. C'est fou. Non, mais c'est extrêmement pentu comme voie ferrée. C'était... Comment est-ce qu'un train pouvait grimper ça? Je vois même pas de crémaillère. C'était un système très simple, avec une locomotive électrique à l'avant. D'ailleurs, tu peux encore voir les câbles. Et ici, il y avait une autre locomotive à l'arrière. Et en plus, en haut de la montagne, il y avait un treuil qui tirait la locomotive. Et entre les deux locomotives, il y avait 2 ou 3 wagons, suivant le nombre de mineurs. Oui, parce qu'il y avait des passagers dedans, hein. Oui. Allez donc. Moi, je pense aussi à tous les mineurs qui prenaient le train le matin ici, alors qu'il faisait moins 20, dans le froid, la nuit complète qui durait des mois, l'humidité, le brouillard, et qui partaient travailler à la mine. Ça devait pas être rigolo tous les jours, quand même, hein. Dans le tunnel, il pouvait faire 1 ou 2 degrés, mais jamais en dessous de 0. Ici, les mineurs soviétiques étaient très respectés. Ils étaient particulièrement bien traités. Je suis complètement sidéré par cet endroit. Car une mine et des logements perdus au bout du monde, pourquoi pas? Mais une vraie ville, planifiée, avec sa grande place et ses rues. Pourquoi? Cette ville, c'était une vitrine. Parce qu'à l'époque, l'URSS était bien plus prospère que la pauvre petite minuscule Norvège, qui ne vivait que de la pêche, rien d'autre. Donc, dès le départ, ils ont voulu faire de cette ville un petit joyau, pour montrer à l'Ouest et à la Norvège qu'ils étaient bien meilleurs, et les ouvriers vraiment bien traités. Il fallait que ce soit un endroit parfait pour vivre. La nourriture était gratuite et à volonté, et il y avait une vie sociale et culturelle ici. Quand l'URSS a décidé d'arrêter d'exploiter la mine, tout le monde a dû partir rapidement. Plus aucune raison de vivre ici, plus de livraison de vivres. Beaucoup de choses ont été laissées en l'état. Les salles de classe, le dortoir pour les petits, la bibliothèque et même le bureau du KGB. There you go. Ah non, mais c'est incroyable. Et tout ça pour le bien-être des mineurs et de leurs familles et de l'administration, mais aussi pour en mettre plein la vue aux Occidentaux qui vivaient plus chichement, pas très très loin, à Longyearbyen. Oui, et bien sûr, l'accès à la piscine était gratuit. Bravo. C'est tout ce que je sais faire. Et ce qui est fou, c'est que là, on oublie complètement qu'on est sur une île perdue à un bon 1000 km du pôle Nord, loin de tout, avec aucun moyen de communication à part le bateau pour venir ici. On oublie tout. Les gens qui vivaient ici n'avaient pas l'impression d'être au bout du monde. Ils se sentaient dans une ville soviétique ordinaire, vivant comme des citoyens soviétiques ordinaires. Et est-ce que dans cette cité, loin de tout, mais douillette apparemment, est-ce qu'on vivait mieux que dans une ville ordinaire du RSS? Oui, c'est un fait, les salaires étaient plus élevés, la nourriture plus abondante, les divertissements plus nombreux,
Tout ça dans le but que les mineurs soient heureux ici. Parce que l'URSS devait être le paradis des travailleurs. Donc si ça se trouve, il y a plein de soviétiques qui rêvaient de venir dans ce coin perdu. Oui, mais il y avait une sélection. Il fallait être en parfaite santé, être un bon travailleur, et bien sûr, il fallait être politiquement irréprochable. On n'envoyait pas quelqu'un qui avait des relations à l'Ouest. C'était impossible. En fait, quand je suis arrivé, j'avais l'impression de venir dans une cité perdue et je me retrouve en URSS, en fait. C'est vraiment une fenêtre ouverte sur l'Union soviétique. La ville a une atmosphère qui vous saisit et ne vous quitte plus. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'air ici de très, très particulier. Je n'imaginais pas du tout la Norvège du Grand Nord comme ça. Pour poursuivre ma quête de train pas comme les autres, je dois rejoindre le continent. Toujours au nord du cercle polaire. Ici, il y a plus de verre, pas beaucoup plus de monde, et des petites gares perdues, comme je les aime. Et c'est tentant. Ça, c'est pas mal, ça. Oh. Ah, hello. Bonjour. Bonjour. Une tasse de café pour patienter? Un café? Yeah. Ah, mais c'est super, ça. Thank you very much. De rien. Je crois que c'est la première fois qu'un chef de gare m'amène spontanément un café. Bienvenue à Lonsdal. Une toute petite gare, mais très sympa. Et c'est calme, là, vous vous ennuyez pas un petit peu? Si. Mérite de la franchise. C'est vrai. Mais j'ai la télé. En général, je croise 2 personnes par jour. Vraiment? 2 par jour? Oui, au mieux. Ah, au mieux. Je viens d'entendre la sonnerie qui dit que le train arrive. Il faut que je me tienne prêt. Ok. Thank you. Alors ça c'est quand même extraordinaire, ça, j'adore. Les Norvégiens sont sympas. Bon, bah merci, hein. Merci pour le café. Ça tricote. Ah, bah ça tricote partout. Hello, hi. Mais il y a beaucoup de gens qui tricotent dans ce wagon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un club de tricot ici? Le tricot, c'est une vieille tradition en Norvège. Ça remonte à très longtemps. C'est dû aux hivers très froids qu'on a ici. On tricote pour se fabriquer des vêtements chauds. La laine, c'est ce qu'il y a de mieux pour se protéger du froid en hiver. Et justement, en Norvège, on a beaucoup de moutons. C'est une activité plaisante, le tricot. On peut en faire avec des amis ou bien devant la télévision. Il n'y a pas que notre génération qui en fait. Les plus jeunes aussi. Mais alors, moi, le tricot, ça me rappelle des mauvais souvenirs, parce que quand j'étais tout petit, il y a très longtemps, ma mère me faisait des pulls en laine et ça me grattait. Et ça me grattait toute la journée. Je détestais ça. Tiens, touche. Ah, ben là, c'est doux.
Ah oui. J'aurais dû vous choisir comme mère, en fait. Et alors, autre traumatisme d'enfance lié au tricot, c'est que non seulement ça me grattait, mais en plus, je trouvais ça très moche. J'étais complètement ringard à l'école avec mes pulls. Est-ce que vous êtes sûr d'être à la page avec les pulls que vous faites pour vos enfants? Mais qu'est-ce que c'est la mode? En fait, ça dépend des goûts de chacun. Avec la laine, on peut faire des vêtements qui sont chauds, mais aussi pratiques. Et puis, on peut choisir les couleurs et les motifs qu'on veut. Et alors vous tricotez pas un petit peu? J'ai essayé une fois de faire des gants. Et une écharpe. Mais c'était tellement raté. Ça n'allait pas du tout. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas pour moi. C'est une affaire de femmes, le tricot. C'est pour les femmes. Ah oui, mais je croyais que la Norvège, c'était un pays phare pour l'égalité homme-femme. Oui. Et aujourd'hui, à l'école, tous les enfants apprennent à tricoter, aussi bien les filles que les garçons. Dans notre génération, c'est vrai qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui tricotent. Bon. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Tac. Tac, tac. Ce petit train où l'on tricote m'amène non loin d'une des plus belles régions de Norvège. Et c'est vrai que le décor est incroyable. Ce sont les îles Lofoten. Il y a comme une majesté, le charme puissant des montagnes qui grimpent à plus de 1000 mètres, la sérénité des eaux, souvent turquoises. C'est comme un monde imaginaire, doux, lointain. J'ai l'impression d'être dans un décor de cinéma. C'est le bout du monde, mais toujours bien rangé, bien propre, avec les petits rondins bien mis au bon endroit. Il y a même une petite fleur, là. Parmi ces îles magiques, il y a beaucoup de pêcheurs de cabillaud. C'est une des plus grandes réserves mondiales de ce poisson qui, une fois séché, à l'air pur des Lofoten, devient morue. Une morue qui s'exporte dans l'Europe entière. En discutant avec les habitants, j'apprends quelque chose qui m'intrigue. Il y aurait un peu plus au sud un train vraiment pas comme les autres. Un train qui circulerait sur une voie complètement perdue, mais que les vrais amateurs de pêche au saumon connaissent tous. J'ai donc rendez-vous quelque part le long d'une improbable voie ferrée. Ah. Ça a l'air d'être là. On m'avait dit que c'était une voie ferrée perdue, ben, elle est bien perdue. Vu le niveau de l'herbe, je pense pas qu'il y a beaucoup de trains qui passent ici. Donc, je sais pas trop. Je suis pas trop sûr quel engin il va arriver. J'aime bien les voies ferrées perdues. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Bon, c'est un Norvégien, donc j'ai confiance dans le rendez-vous, je sais qu'il va venir. Mais c'est un peu improbable parce que je sais pas trop comment un engin peut circuler sur ces rails avec toute cette herbe. C'est pas très confortable. Et il fait pas chaud. Ah, je vois quelque chose.
Oui, il est à vélo. C'est ça, il est à vélo. Et sous la pluie en plus, c'est la Norvège. Ah oui, donc c'est un vélorail en fait. Hello. Salut. Bonjour. T'es pas norvégien, toi, t'es français. Bah oui, je suis français. Et vous, alors vous faut être norvégien pour faire du vélo sous la pluie, dans le froid et sur les rails. Nous, on est comme les ours polaires. On tolère bien le froid. Là, il fait froid, il pleut, mais ça va pas durer. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pêcher le saumon sur une voie ferrée avec un vélo? Ici, pour aller pêcher le saumon, c'est spécial. Viens avec moi. Ok. Faut retourner. Bon. Assieds-toi là. Là. Allez. Et c'est loin? Is it far away? Un petit peu. Ce qui est marrant, ça c'est la Norvège. Il y a 30 secondes, il pleuvait et là il fait soleil. Ça change tout le temps comme ça? Oui, ça change vite ici. Ça change tout le temps. Et qu'est-ce que c'est que cette voie ferrée alors? À quoi elle sert? Cette voie ferrée, moi je la loue. Et du coup, je peux faire ce que je veux dessus. Je fais du vélo. Et à vélo, on peut aller jusqu'à la rivière comme ça. Mais avant, cette voie servait à transporter les voyageurs jusqu'en 1978. Ensuite, quand je l'ai récupérée, elle était envahie de végétation. Il a fallu tout défricher pour la rendre à nouveau praticable. On a fait tout ce travail pour nous amener dans un coin unique au monde. Un endroit que tu n'as jamais vu. Vraiment. Unique au monde que j'ai jamais vu. Mais vous avez vraiment... vous avez défriché vous-même, mais pourquoi? Oui, j'ai tout nettoyé moi-même. Petit à petit. Parce qu'avec ma femme, on avait un grand projet ici. Un projet pour accueillir les pêcheurs. Regarde là-bas. Il y a un train? Oui, là sur le pont de chemin de fer. Ce train? Oui. Et ça c'est marrant ça. Il est bloqué sur le pont là, le train? Oui. Il y a 4 wagons sur le pont. Et le pont est à 10 mètres au-dessus de l'eau. Et c'est votre train, il vous appartient? Oui, c'est mon train et celui de ma femme. Alors ça c'est marrant. Et le pont de chemin de fer, il vous appartient? On le loue aussi. Je connais pas beaucoup de gens sur Terre qui louent des ponts de chemin de fer. Je ne connais que 4 wagons comme ça. Et ce sont les miens. Et ça se loue combien, un pont de chemin de fer? On paie assez. On paye assez. Ah, vous voulez pas le dire? Non. Discrétion norvégienne. Très bien, je n'assiste pas. Et alors donc c'est là. Et donc vous les pêcheurs viennent ici pourquoi? Pour se mettre au chaud? Viens, je te montre. Ah oui, dis donc. Ah, donc c'est un train magnifique, posé sur un pont, avec une vue sur la... Ça c'est la rivière au saumon? Oui, c'est la rivière au saumon. Il y a combien de saumons qui passent à la minute sous nos pieds là? Il peut y avoir jusqu'à 30 tonnes de saumon qui passent là-dessous. 30 tonnes par combien? Par jour? Par an? Par mois? Sur la saison, donc 3 mois. Le plus gros qu'on a pris l'année dernière faisait 21 kilos. Un saumon de 21 kilos? Ah, mais c'est des monstres. D'accord. Mais alors, vous dites que c'est pour les pêcheurs, mais qu'est-ce qu'ils font les pêcheurs ici, avec ces compartiments? Ils occupent leur journée à pêcher et passent la nuit ici, tranquille. Ah oui, donc c'est les vraies couchettes équipées
Ah, mais c'est adorable. C'est des anciens compartiments couchettes transformés et avec vue sur la rivière. Et c'est génial. Et donc avec tout, avec la couchette, le lavabo, le petit placard. Oh, c'est quand même génial pour un pêcheur. Enfin, c'est unique de dormir exactement au-dessus de la rivière à saumon. Oui, c'est incroyable. Et ça n'existe nulle part ailleurs en Norvège. Ni en Suède, ni en France. N'importe où dans le monde. Le train date des années 60 et on n'a rien touché. D'accord. Et même les interrupteurs, on voit bien que c'est l'époque. Hein. Ça fait le son d'époque. Non mais c'est génial, parce que être pêcheur et dormir au-dessus de sa rivière, ça doit être un plaisir incroyable. Oui. Et en général, ceux qui viennent une fois reviennent ensuite. Alors, est-ce que vous avez bien pêché aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait les bonnes prises? Moi, hier. Comme ça? Oui. 5,6 kg. 5,6 kg? Ah bon? Et cette rivière, elle est exceptionnelle en Norvège ou c'est l'ordinaire? Oui. En Norvège, c'est la meilleure rivière à saumon de tout le pays. Moi, je monte dans le train me reposer, manger un morceau. Mais hier, par exemple, j'ai pêché pendant 13 heures. Pendant 13 heures? Mais moi, je m'ennuierais pendant 13 heures au bout d'une canne comme ça, mais... Je sais pas, moi je deviendrais dingue. Non, c'est mieux que le sexe. C'est mieux que le sexe? Oui, beaucoup mieux. Mais ça veut dire que vous êtes un très bon pêcheur ou très mauvais en sexe? Je crois que je suis plutôt bon en sexe. Ah oui, donc c'est vraiment énorme alors. Après le dîner, il est temps d'aller au lit. Ici, la nuit se passe 2 jours. Je tente de faire un peu d'obscurité. Bon, on va tirer les rideaux. Oui, même le rideau est d'époque. Petit-déj à la cool, dans des sièges première classe qui sont dans leur jus, avec vue sur les pêcheurs. Alors eux, ils sont levés à 4 h du matin pour aller pêcher dans une eau à 5 degrés. Et pour ceux qui pêchent pas, petit saumon, bien frais, bien au chaud. Belle prise. C'est le petit-déj des pêcheurs? Du café et quelque chose à grignoter. J'adore le petit-déj. Hello. Il faut avoir un bon coup de rame, hein, c'est pas pratique. Et ça, c'est inclus dans le forfait ou c'est une option? Is it included in the package or is it an option? C'est un extra. Extra. Service. Service. Okay. Il est bon? Ah oui, il faut vraiment les choper au moment où ils passent sous le pont, parce qu'avec le courant, ils sont emmenés. Oui, il faut être vif pour attraper le café. Là, c'est un peu juste, mais ça a marché. Ah, vous avez l'air content d'être là, de vous occuper de vos pêcheurs. Je sens que c'est vraiment votre truc.
Oui, je prends beaucoup de plaisir à être là. Ici, tout le monde est très sympa. On se réjouit tout l'hiver à l'idée du retour de la saison du saumon. Et on vit de bons moments entre amis. Et alors, mais qu'est-ce que c'est que cette idée de train? Parce que créer une sorte de refuge, de petite auberge pour les pêcheurs, ok, mais pourquoi dans un train sur un pont ici? C'est dingue comme idée. Moi, j'ai beaucoup d'idées. Ça fume au niveau de mon cerveau. Et alors, parmi toutes vos idées qui fument, est-ce que parfois vous rêvez que votre train part sur les rails et emmène les pêcheurs faire la tournée des plus beaux spots à saumon de Norvège? Ça vous arrive de rêver comme ça? Non. Non? Parce qu'ici, j'ai la reine des rivières. C'est le paradis. Il n'y a aucune raison d'aller voir ailleurs. Il y a des beaux saumons et tous les ingrédients du bonheur. Non, je n'ai aucune raison d'aller chercher mieux ailleurs. Ah, c'est le terminus parfait. Oui, il est parfait et unique. Le plus beau des terminus, c'est pas mal quand même. Ça fait envie. Thank you very much. Tac, tac, tac. Ce voyage dans le nord de la Norvège, le nord du nord, m'a emmené beaucoup plus loin que prévu. Dans ces immensités, dans ces mondes perdus, où l'homme n'a pas tout à fait sa place, on comprend très vite que l'on n'est que de passage, que c'est la nature qui est la plus forte, et que donc, il faut vivre intensément, partager, s'entraider, sans s'embarrasser de trop d'artifices. Le nord du nord est comme une leçon de vie.